Bienvenue sur RTV, vous faites bien de suivre l'Actu Décrypté, votre émission consacrée à l'analyse de l'actualité nationale ivoirienne. Dans cette édition, un seul point fera l'objet des analyses de nos invités. Avec moi, deux confrères, Fousseni Touré, journaliste politique au journal Le Patriote, bonsoir. Bonsoir. Et Élisée Boloubé, journaliste, analyste politique, bonsoir. Bonsoir Sidik. Nous parlerons des élections législatives. Fousseni, quel est l'enjeu de ces élections pour le RHDP ? Merci. Je voulais trois types d'enjeux peuvent être dégagés de ces élections. D'abord des enjeux au niveau national, des enjeux au niveau sécuritaire, évidemment les enjeux au niveau du RHDP. Au niveau national, sachez que c'est pour la première fois depuis le multipartisme, donc depuis les premières élections en 1995, que dans l'arène politique ivoirienne, toutes les formations politiques se retrouvent pour les élections législatives. Souvenez-vous qu'en 1995, il y a eu le boycott actif, donc le FPI et le RDR en son temps, qui étaient en alliance pas partis. En 2001, le RDR n'y est pas parti également, vu les conditions dans lesquelles le FPI était venu au pouvoir. En 2011, le FPI n'y est pas parti également en 2015. Donc c'est véritablement pour la première fois en Côte d'Ivoire, dans l'écosystème, que tous les partis politiques, du moins les grands partis politiques, se retrouvent pour s'affronter. Donc je pense que l'enjeu est de taille, l'enjeu en termes de positionnement pour ces partis politiques. Deuxième enjeu, c'est au niveau sécuritaire. Nous sortons d'une élection présidentielle il y a quelques mois, le 31 octobre, qui a été émaillée de beaucoup d'inquiétudes, d'angoisse et d'incertitudes. Donc ces élections, si elles se passent dans des conditions meilleures avec l'opération EPV qui a été lancée, qui mobilisera 35 000 hommes, ça sera un grand enjeu, un défi sécuritaire énorme. Et enfin, pour le RHDP, il s'agit pour ce parti politique qui est au pouvoir depuis 2011, de confirmer encore sa majorité présidentielle, permettant ainsi au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui a été réélu encore le 31 octobre, de dérouler son programme d'une Côte d'Ivoire solidaire, d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Voici donc tout l'enjeu qu'on pourra tirer de ces élections législatives du 6 mars prochain. Élisée Boloubé, le RHDP pourra-t-il sortir vainqueur de ces élections face à une opposition qui accepte d'y aller? Je pense que ce verdict-là, c'est au soir du 6 mars qu'on saura si le RHDP sortira vainqueur ou pas. Et il faut attendre déjà que les élections aient lieu. Une chose est certaine, au regard déjà des préparatifs qu'on constate ça et là, on peut déjà dire que le RHDP a ce léger avantage-là de partir un peu en rang serré, ce qui n'est pas forcément le cas des autres partis, notamment de ceux de l'opposition, où on a senti quand même quelques tiraillements, où au dernier moment, ils ont eu du mal à s'accorder sur des candidatures uniques, si bien que chacun a décidé, en dehors de EDS et du PDCI, où certains ont décidé de défendre leur chapelle politique de façon individuelle. Donc si on veut se baser sur ça, on se dit que ça risque quelque part de jouer à l'avantage du RHDP qui, quoique ayant enregistré quand même quelques désistements avec des candidatures indépendantes, mais qui fondamentalement ne sont pas très importantes, pourrait prendre le pas aux sorties du scrutin du 6 mars. Depuis 2010, c'est la première fois que toute la grande famille du Front populaire ivoirien a participé à des élections. C'est quoi aujourd'hui l'enjeu de ces élections pour le FPI? Je pense que, au-delà même de dire l'enjeu pour le FPI, je dirais que l'enjeu même pour l'ensemble de la classe politique ivoirienne, c'est dans un premier temps de construire, disons, 2025. Parce que nul n'est sans ignorer que le président, à l'orée de la présidentielle du 31 octobre 2020, avait affiché son intention, une fois élu, de retoucher quelques aspects de la Constitution. Et vous savez avec moi que les modes de réforme de la Constitution prennent en compte aussi l'aspect parlementaire, parce qu'il faut que cela soit entériné par le Parlement. Donc aujourd'hui, avoir une présence majoritaire au Parlement garantit déjà le succès d'une telle opération pour le RHDP. Mais également pour l'ensemble des autres partis, ça pourrait aujourd'hui, le RHDP à l'exécutif en entier. Donc une fois l'opposition majoritaire au Parlement pourra
contribuer à équilibrer, disons, les forces politiques en présence. Donc l'enjeu, il est le même pour tous. C'est de faire en sorte que on puisse garantir, ou du moins préparer, une assise au niveau national pour la prochaine présidentielle qui est en 2025. Donc c'est vraiment l'enjeu majeur. Maintenant, je note que pour l'opposition, ce n'est pas forcément par le meilleur bout qu'ils prennent ces prochaines législatives, parce qu'il aurait été intéressant vraiment de partir en rang serré. Une chose est de vouloir partir pour une fois, alors que ça fait 10 ans qu'on n'a pas participé. Et on imagine déjà que ça ne sera pas facile sur le terrain. Et donc partir quelquefois en rang dispersé, ma foi, n'est pas de nature à rassurer vraiment et à garantir le succès escompté. Parlons bien sûr de l'opposition. Fousseni Touré, quelles sont les chances pour le PDCI-RDA de gagner ces élections? Il s'agit pour le PDCI-RDA pour ces élections de se refaire une santé politiquement. N'oublions pas que le PDCI, dans le cadre du boycott et de la désobéissance, n'a pas pris part à l'élection du 31 octobre dernier. Donc ils étaient absents sur l'échelle politique nationale. Donc pour le PDCI, il s'agit d'abord de montrer aux yeux de ces militants, surtout de l'opinion, qu'ils sont là et qu'ils existent. Ils veulent prendre part au jeu démocratique. Cela est d'autant plus important que les alliances nouées avant la présidentielle et après la présidentielle où le PDCI était le chef de file, on a vu où ces alliances nous ont conduit. Donc il s'agit aujourd'hui pour PDCI de montrer qu'ils sont le leader de l'opposition. Donc en termes, n'oublions pas qu'ils sont le deuxième après le RHDP à l'Assemblée nationale. Donc le PDCI doit montrer cette posture de leader de l'opposition qui pourra tirer toute la plateforme de l'opposition, évidemment, pour équilibrer le jeu démocratique, donc pour contrer le RHDP au niveau du Parlement, évidemment. Donc il y a tout l'intérêt pour le PDCI d'aller à ces élections, de ne pas pratiquer la politique de la chaise vide, d'exister politiquement, de se refaire une santé, mais surtout montrer que le PDCI porte l'opposition, parce que n'oubliez pas qu'elle a été au centre, au cœur de toutes les alliances pré- et post-électorales de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'opposition part à ces élections avec un handicap du fait qu'ils partent en rang dispersé? Mais cela était évident, d'autant plus que je l'ai dit tout à l'heure, les alliances ont été scellées dans des circonstances qu'on connaît tous. Ce n'était ni des alliances idéologiques, ni des alliances à but de développement et de paix. Parce qu'on a vu à quoi ces alliances donnaient. Ces alliances ont débouché sur la violence, sur la destruction de biens publics et privés. Cette alliance a débouché sur le chaos à la limite. Donc, c'est normal aujourd'hui. Leur objectif, en fait, en se mettant ensemble, c'était tout sauf Ouattara. Mais ils n'ont pas pensé à l'après Ouattara. Et ils se trouvent confrontés à ça aujourd'hui. Et c'est maintenant que chacun se rappelle qu'il est d'obédience socialiste ou d'obédience libérale. Chacun veut aller à la conquête de son territoire pour montrer justement son leadership et évidemment tenir cette opposition. Donc c'est la conséquence de cette alliance qui n'a vraiment pas marché. C'est normal qu'ils aient en disperser. Élisée Bolougbe, cette opposition qui souffre des divergences de ses leaders, parviendra-t-elle à relever le défi? Eh bien, au risque de me répéter, il va falloir peut-être attendre, comme je le dis, le 6 mars pour savoir effectivement si elle peut relever le défi ou pas. Mais comme je le disais déjà, le fait de partir en rang dispersé, pour moi, pourrait créer le lit d'un échec certain. Et la possibilité pour cette opposition-là de ne pas atteindre le résultat escompté. Déjà, on ne perd pas de vue que le RHDP, dans sa forme actuelle, ou même dans sa forme d'avant, je dirais en alliance avec le PDCI, c'est au moins 10 années d'exercice de pouvoir. Donc on a eu le temps suffisamment de s'implanter. Donc déjà en face, il y a cette assise-là du RHDP, mais derrière l'opposition pourrait bénéficier quelque part de la sympathie
d'une frange de la population qui, elle, estime aussi n'avoir pas été satisfaite par la gestion du pouvoir actuel. Donc, il pourrait, même quand elle a épousé les idéaux du RHDP, aujourd'hui estime qu'elle ne se sent vraiment pas prise en compte dans le mode de gestion du RHDP qui pourrait donc peut-être basculer vers l'opposition. Mais une chose est certaine, si tant est que l'opposition envisage véritablement de tenir la dragée haute au RHDP, au parti au pouvoir, il faut nécessairement qu'elle évolue en rang resserré, il faut qu'elle évolue unie. Après une présidentielle boycottée par une bonne partie de l'opposition politique et marquée par des violences dans plusieurs localités du pays, la Côte d'Ivoire s'apprête à élire les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. 255 sièges sont à pouvoir pour ces élections prévues le 6 mars 2021. Comment ces élections législatives se dérouleront-elles? Voici ce que répondent les populations. Moi, je crois et je pense que les élections législatives vont bien se dérouler. En Côte d'Ivoire, les élections qui se déroulent mal, ce sont les élections présidentielles, selon moi. À l'approche des élections législatives, la population, la majorité se concentre plus sur ces activités que plus sur les élections. Lorsqu'on regarde le bureau de vote, il n'y a pas, par rapport au vote présidentiel, il y a moins de personnes qui participent aux législatives qu'aux élections présidentielles. Tout le monde a pris conscience. Je pense que tout va bien se dérouler. Vu que les partis qui refusaient de venir sont tous venus, sont tous candidats. Je pense que ça va aller. Bon, au lendemain des élections présidentielles, nous avons vu qu'il y a eu quelques remue-ménages. Mais depuis un certain moment, il y a une certaine accalmie. Et les différents groupes politiques ont commencé à souscrire à ces élections. Ils sont en train de s'organiser dans leurs différentes bases pour porter leur voix à l'hémicycle. Donc moi je pense que au regard de cette réalité-là, les élections législatives vont vraiment bien se dérouler. Et c'est ce que nous souhaitons aussi pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Pour moi, les législatives vont bien se dérouler par rapport à la présidentielle. Je me base sur le plan sécurité. En fait, lorsqu'il y a la sécurité et qu'on sait qu'au point de vue sécurité, l'épervier 6 a été lancé, je me dis que tout se passera bien. Voilà, au niveau des élections législatives, je crois que ça sera très bien parce que tout le monde est sage, tout le monde est grand et nous voulons la paix. Voilà, donc je suppose et je souhaite que ça se passera très bien. Selon moi, rien n'a changé. Si rien n'a changé et qu'on veut aller au législatif, donc on aille et qu'on laisse les gens tranquilles. Voilà. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on aille et qu'on vienne dire que non, celui-là, il a fait ceci, il a fait cela. Si on le reconnaît comme tel, qu'il va faire cela, ben ça ne va pas, on ne va pas. Ben si on s'en va, ben qu'on aille et qu'on se taise. Voilà, chez moi, c'est ça, quoi. Où il y aura le problème, c'est par rapport aux militants engagés de chaque parti politique. Mais par rapport à la population qui n'y trouve pas forcément ses avantages, il n'y a pas de problème. Lisez, quelles sont les raisons suffisantes qui pourront justifier ce qui a été dit par les populations dans l'élément? Ben, je pense déjà qu'il y a une chose qui revient, la crainte déjà des violences, parce qu'il faut reconnaître que depuis plus d'une décennie, les élections en Côte d'Ivoire ont toujours rimé avec des actes de violence. Donc cela s'est incrusté dans la psychologie des Ivoiriens, de sorte qu'aujourd'hui, quand on parle d'élections, il y a quelques craintes qui sont là. Quoique je, à titre personnel, reste optimiste, parce que j'estime pour ma part que, à moins d'un cataclysme, les conditions pour moi sont réunies pour qu'on ait des élections apaisées. Si tant est que chacun essaie honnêtement de jouer sa partition. Je note aussi dans l'élément qu'il y a de l'optimisme. Il y a certains qui ont pensé que cette fois-ci, ça pouvait vraiment ne pas déboucher des violences dans la mesure où tous les partis rentrent en ligne de compte. Et cela est d'autant plus juste que quand on voit l'élection 2010, notamment le premier tour de l'élection présidentielle, on a vu combien l'ambiance était festive, combien ça s'est très bien déroulé jusqu'à ce que tout dégénère après quand on est arrivé au second tour. Donc le fait déjà d'avoir tous les partis, du moins les plus représentatifs du pays, sur la ligne de départ, c'est déjà porteur, je dis, d'espoir des uns des autres, parce qu'on se dit qu'on pourra permettre quand même à chaque citoyen d'exprimer sa volonté. Donc pour moi, il y a, tout comme la plupart des intervenants, il y a lieu d'espérer. En plus aussi, on ne perd pas de vue l'aspect sécuritaire qui a été assez renforcé avec l'opération Épervier 6 qui a été lancée, qui pour moi
contribuerait véritablement à garantir la sécurité. Je pense aussi que c'est le lieu pour les forces de sécurité de s'inspirer de l'expérience de la présidentielle, où à certains endroits vraiment ça a été difficile, pour certainement corriger le tir cette fois-ci. Vous parlant de la sécurité, plus de 2000 forces de l'ordre seront déployées sur le territoire national pour assurer la sécurité des populations. Cette annonce a été faite par le ministre Vagondo Diomandé. L'opération Épervier 6 lancée peut-elle garantir un climat favorisant ainsi le bon déroulement des élections? L'opération Épervier 6 peut contribuer effectivement à garantir des conditions sécuritaires importantes. Je le disais tantôt en introduction que c'est l'un des enjeux de ces élections, c'est un nouveau sécuritaire. Donc évidemment, l'opération Épervier 6 pourrait contribuer. Mais en réalité, c'est l'état d'esprit des Ivoiriens. Tout à l'heure dans le panel, vous avez vu, les Ivoiriens veulent sortir de cette parenthèse d'élections qui riment avec violence, avec angoisse, avec peur, avec crainte. Vous avez vu aux États-Unis, lorsque l'ex-président Donald Trump, à quelques jours de la fin de son mandat, appelait ses militants à marcher sur le Capitole, en dépit de dispositifs sécuritaires qui a été mis, vous avez vu que le Capitole a été pris à partie. Donc, quel que soit le type d'opération de sécurisation qui sera mise en place, il faudrait que l'état d'esprit, le civisme, la responsabilité des citoyens, des compatriotes, des populations soit de mise. Parce qu'on ne peut pas faire effectivement un policier pour un citoyen. 2000 hommes, vous l'avez dit, dernièrement, on a... Est-ce que c'est suffisant, 2000 hommes? Pour une sécurité, je suis en train de vous dire, pour une sécurité, le nombre de soldats mobilisés n'est jamais suffisant tant qu'il n'y a pas la coopération des populations pour lesquelles ces personnes sont mobilisées. Donc il faut cette coopération, il faut cet esprit civiste, mais je vais aller plus loin. Il faut tirer les leçons de la présidentielle, dans ce sens où il faut renforcer là où on a eu des grabuges, où on a des difficultés pendant la présidentielle. Il faut travailler, en fait, je vais dire, par anticipation. Ces 2000 soldats, pourrait-on dire, sont-ils petits ou pas? Non, moi je pense que le nombre importe peu. C'est la mission qu'il a leur confiée. Et je crois qu'à la présidentielle, ils ont fait preuve d'esprit républicain, ils ont fait preuve de professionnalisme. C'est ce qu'il leur a demandé. Mais surtout, pour que cela réussisse, pour qu'on sorte de cette parenthèse d'insécurité, d'angoisse, il faut la contribution de la population, il faut un esprit civiste, un esprit de responsabilité pour que les opérations mises en place soient dans le meilleur, pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Élisée, malgré l'esprit républicain des forces de l'ordre à la présidentielle, cela n'a pas empêché la violence. Oui, parce que c'est à cela que moi je dirais qu'en plus de la sécurité régalienne, c'est-à-dire qui émane des forces de sécurité, il est bon que tous les acteurs politiques puissent venir en appui, en organisant véritablement des moments de sensibilisation à l'endroit de leurs militants et des populations, pour qu'en fait, au final, tous comprennent que la politique reste un jeu. Aujourd'hui, je peux ne pas être vainqueur, et puis demain, je peux être vainqueur. Donc le fait que je ne gagne pas aujourd'hui ne veut pas dire que je sors définitivement de la course, en fait. Donc il faut qu'il y ait vraiment des appels à sensibilisation, aussi bien au niveau des leaders politiques, des organisations non gouvernementales, les ONG, mais également même des officiels administratifs, politiques qui doivent sensibiliser les populations. Je pense que cette sensibilisation doit s'étendre à toutes les couches sociales pour que les populations soient sensibilisées sur la nécessité d'aller à ces élections, non pas dans un esprit de violence, mais d'aller à ces élections comme si on partait juste à un jeu. Et en plus de ça, il faut aussi que les forces, les pouvoirs publics se donnent les moyens véritablement de contenir les éventuels actes de violence qui pourraient survenir. Parce que moi, à titre personnel, et cela me permet d'ouvrir cette parenthèse, j'ai quand même été surpris qu'au regard déjà des symptômes qui étaient prévisibles pendant la présidentielle, avant la présidentielle, qu'il n'y ait pas eu assez d'action au point d'empêcher des violences dans certaines zones, qui, elles, déjà même avant les élections, avaient commencé à être des zones chaudes. Et j'espère que pour cette fois-ci, on ne va pas nous permettre d'assister à un tel spectacle et que les dispositions seront vraiment prises pour contenir des éventuelles violences, quoique j'espère qu'il n'en aura pas, parce que pour moi aujourd'hui, les enjeux sont ailleurs. C'est plus un acte de violence, il faut qu'on passe à une autre étape et que cette parenthèse-là soit définitivement fermée. Fousseni, est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont bien remplies pour qu'on ait de bonnes élections comme dans certains pays de la sous-région?
Vous savez, aujourd'hui, toute la plateforme de l'opposition participe aux élections parce que elle avait estimé à la présidentielle, lors de la présidentielle, que les conditions n'étaient pas réunies. Mais il faut le rappeler, c'est cette même CEI qui existe. C'est la même liste électorale qui existe. C'est le même président de la CEI qui existe. C'est le même conseil constitutionnel qui existe. Donc, c'est le même process, le même mécanisme et les mêmes hommes qui sont là. Et deuxième chose que je veux dire, il n'y a jamais de système électoral parfait. Il n'y a jamais de système électoral parfait. Mais en Côte d'Ivoire, on peut se réjouir que le système électoral est un système consensuel. Lorsque tous les états-majors, les partis politiques, la société civile se mettent d'accord sur un processus d'élection, on doit considérer à partir de ce moment que nous aurons des élections justes, transparentes et inclusives. Toute l'opposition, je l'ai dit, c'est la première fois en Côte d'Ivoire que toute l'opposition y participe. Mais si les conditions minimum n'étaient pas réunies, je ne crois pas que l'opposition elle a régné ces conditions à la présidentielle 2020 parce qu'elle avait en réalité des intentions cachées, mais elle a vu que pour exister politiquement, il faut qu'elle aille aux élections parce que les conditions sont réunies. Je rappelle que les conditions d'élection en Côte d'Ivoire ne datent pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous du dialogue politique qu'il y a eu avant la mort de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il y a eu quand même le cadre de dialogue permanent où on a eu un nouveau code électoral, où on a parlé du listing électoral, où on a parlé du processus de validation des candidatures d'application des listes. Donc c'est tout un processus qui a été mis en place. Je rappelle que la Cour africaine des droits de l'homme avait en son temps émis un arrêt contre la Côte d'Ivoire lui demandant de revoir la composition de ces commissions électorales, locales. Et ça a été fait. Le chef de l'État a pris un décret et cela a été fait. L'opposition est même venue et rentrée maintenant à la commission centrale. C'est dit que dans toutes les instances électorales, tout le processus, tout le mécanisme qui est mis en place, toutes les parties sont là. Je pense que c'est le mode opératoire qui est le plus important. Et on a un mode opératoire qui est consensuel, qui est voulu par tous les partis. Tous les partis ont signé les accords issus du dialogue politique sur le Premier ministre Amadou Bakayoko. Je pense que les conditions sont réunies pour des élections apaisées, transparentes et inclusives. Élisée Bolobo, quelles sont aujourd'hui les zones où le RHDP, où la tâche ne sera pas facile pour le RHDP? Ben, ça, c'est une question un peu piège. Moi, je dirais que il y a, pour ceux qui suivent un peu ou qui scrutent la sphère politique ivoirienne depuis plusieurs années, c'est vrai qu'il y a des bastions qui appartiennent à des partis. Ça, qu'on le veut oui ou non, il y a des bastions. Et nous savons tous que généralement, la moitié sud, mais plus significativement, la zone littorale a été parfois difficile en fait au RHDP. A été parfois difficile au RHDP. Et je crois que cette donne-là, même si elle a subi un peu de changement, n'est pas fondamentalement encore réaménagée. Donc ça sera peut-être un des enjeux sur lesquels le parti au pouvoir devra certainement miser beaucoup. Comment faire pour pouvoir vraiment avoir la zone littorale. À côté de ça, il y a des bastions du centre-ouest qui, même si c'est vrai que les grandes localités ont toujours été prises par le RHDP, mais on ne peut pas le voir que dans les sous-préfectures, c'était parfois un peu difficile. Donc ça aussi, c'est un autre type d'enjeu pour lequel le parti au pouvoir devra certainement faire beaucoup d'efforts. C'est ce que je pourrais dire, sinon nous savons tous que en grande majorité, la moitié nord a toujours voté pour le RHDP. Et on se rappelle encore même des scores à la présidentielle. Dans certains endroits, on était à 98%, pratiquement 99% dans d'autres endroits. Il va sans dire que, à moins, comme je le dis, qu'il y ait un cataclysme, un coup de tonnerre venu de je ne sais où, on serait encore dans cette tendance. Hussein Touré, dans la mai à Azopé, chez le ministre d'État Patrick Achi, est-ce que c'est évident la victoire du RHDP dans cette zone très très pro-Gbagbo? Vous savez, pour une victoire à l'élection présidentielle, plusieurs facteurs peuvent expliquer une victoire et même un échec. Tout à l'heure, le confrère Bolibé le disait, il y a des bastions, des zones qui sont traditionnellement réputées être des zones favorables à un tel ou un tel parti politique. Mais vous savez, l'histoire est un témoignage. Depuis les élections locales de 2011,
de 2013, de 2016 et les récentes élections de 2018, les chiffres nous montrent nettement que le RHDP a fait une percée dans ces zones réputées être des zones hostiles, notamment des zones Lamé, notamment la partie Adzopé, toute la zone. C'est une zone réputée FPI, mais les derniers résultats montrent que ces différentes zones sont tenues en termes de conseil régional, en termes de mairie et des députés. Les 3 cas sont tenus par le RHDP. La vous tout à l'heure, le ministre d'État, Patrick Haché, quand même président du conseil régional de la ME, le directeur exécutif du RHDP est député d'Agboville à Zopé. Donc il y a d'abord l'élément, le facteur, le ratio personnel des candidats qui joue. Deuxième chose, il y a le facteur du bilan des actions. Aujourd'hui, la ME a connu une transformation structurelle en termes d'infrastructures sociaux, culturelles et d'infrastructures de base. Donc tous ces éléments, l'un mis dans l'autre, on ne dira pas que le RHGP aura un chèque en blanc, mais les lignes ont considérablement bougé dans la zone Est, ça il faut le dire. Au-delà de la ME, la zone de Bondoukou, de Tanda, les zones ont considérablement bougé pour le RHGP. Donc je pense qu'il y a de fortes chances pour le RHGP en tout cas de rafler des sièges dans ces zones-là. Vous avez parlé d'Agboville. Bitogo a-t-il la chance de gagner? Je rappelle que Bitogo n'est pas à sa première mandature à Agboville. Pour ceux qui suivent l'actualité, lui Bitogo qu'on dit qu'il n'est pas pur sang à baie, mais n'oublions pas qu'il a eu la confiance de ces populations-là en décembre 2016. Et dans son équipe de Capon, vous voyez, sa colistière, elle est d'Agboville. Je vous ai dit, c'est l'équation personnelle du candidat qui joue quand on parle d'élections locales. De la première législature aujourd'hui, vous verrez que le directeur exécutif RHGP a posé beaucoup d'actions en faveur des jeunes, des femmes, de la chefferie dans ce zone. Et quand vous prenez ces dernières activités, vous remarquerez qu'il a l'option, en tout cas, pas de toute la population, mais d'une grande partie de la population. Et je crois personnellement qu'il a sa carte à jouer, il a sa chance à jouer à Agboville. Sylvie, si tu permets, je voudrais juste réagir quelques secondes à la suite de ce que mon confrère Touré a dit. Allez-y. Je suis d'avis effectivement qu'il y a eu quelques percées du RHDP dans certaines zones, mais je voudrais qu'on rappelle que le contexte d'il y a une dizaine d'années n'est pas le même aujourd'hui. Ça aussi, il ne faut pas qu'on le perde de vue. Quand il rappelle les élections de 2011, de 2016 et de 2018, il ne faut pas perdre de vue qu'à ces élections, l'opposition, dans sa grande majorité, n'y est pas allée. Et aussi, il y a des élections qui ont été remportées alors qu'il y avait la coalition RHDP-PDCI. Disons RDR-PDCI qui faisait RHDP avec tous les autres partis UDPCI affiliés. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc, dire ainsi qu'on a forcément des percées et peut-être s'asseoir sur ces acquis-là et penser qu'on va les capitaliser, pour moi, ça serait une très grande erreur. Il ne faut pas qu'on perde de vue qu'aujourd'hui, le FPI, qui a quand même gouverné le pays pendant une dizaine d'années, revient dans le jeu politique et il y a des bastions qui, traditionnellement, sont des bastions réputés appartenir à ceux qui hier étaient dans le pouvoir mais qui aujourd'hui sont dans l'opposition. Donc, je voudrais que cette donne-là soit prise en compte pour que l'analyse soit vraiment assez objective, sinon on risque finalement au dernier moment, au niveau du RHDP, de se retrouver face à une équation qui pourrait être un peu difficile. Alors, je voulais réagir. J'ai dit le RHGP n'a pas un chèque en blanc dans la zone. Je dis qu'il y a des facteurs qui jouent en faveur du RHDP. L'équation personnelle des aspirants aux législatives, le bilan du président de la République, mais ce n'est pas un chèque en blanc. Le RHGP ne doit pas dormir sous ses lauriers. C'est des zones, des bastions réputés foncièrement proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. Les lignes ont cette bouger, mais même dans les zones même du Nord, quand on dit les zones du Nord sont entièrement acquises, mais pourquoi on n'arrive pas à avoir des 100%? C'est parce qu'il y a encore de la résistance. Donc, même dans ces zones où on estime que le RHGP n'a pas de percées, mais il faut reconnaître qu'au regard des derniers chiffres, le RHGP a fait de grandes percées dans ces zones. Mais ce n'est pas suffisant. Je l'ai dit, ce n'est pas un chèque en blanc, c'est une avancée notable, une avancée majeure, mais il faut aller plus pour convaincre l'électorat de la ME. Et quelles sont les chances de l'opposition dans les différentes communes du district d'Abidjan? Plateau, Cocody, Port-Bouez sont acquises par l'opposition.
Oui, justement, il suffit de regarder la cartographie politique du district autonome d'Abidjan, qui est d'ailleurs, je le rappelle, le plus gros électeur en Côte d'Ivoire lorsqu'on parle des élections. Quand on prend la zone sud dont vous venez de parler, à savoir Port-Boué et Plateau, quelle est la capacité du RHDP et de l'opposition dans ces zones? À Port-Boué, c'est un peu difficile parce que Port-Boué, qui hier a été réputé une zone PDCI avec Feu Hortense Ankara-Nguyen, qui est venu au RHDP, est tenu certes aujourd'hui par un maire PDCI, mais les députés du Port-Boué sont des députés du RHDP. Ça aussi, il faut le dire. Donc, le match est jouable et pour l'opposition et pour le RHDP, comme je l'ai dit. Les occasions personnelles vont jouer, évidemment, la proximité avec la population, les actions concrètes, le blanc du président Ouattara. Donc, il n'y a pas de zone réservée, surtout à Abidjan, pour un parti ou un autre. Parce que vous vous trouvez dans une même commune, contrairement peut-être à Koumassi, où et la mairie et les sièges députés sont tenus exclusivement par le RHDP. Par contre, à Port-Boué, comme au plateau, c'est des zones qui se disputent entre le RHDP et l'opposition. En parlant bien sûr du plateau, Élisée Boulou-Boy, quelles sont les chances du RHDP au plateau? Pour être honnête, je dirais que le RHDP, tout comme le PDCI, a ses chances au plateau. Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Vous savez, l'approche que l'Ivoirien a vis-à-vis des différents types d'élections n'est pas la même. Vous verrez que lorsqu'on parlera d'élection présidentielle, cette ferveur que ça va susciter ne sera pas la même quand on sera aux législatives, ni quand on sera au municipal. C'est ce qui permettra que vous verrez peut-être, parfois, qu'on peut élire, ou du moins un président de la République peut être élu à une majorité dans une circonscription, et puis la municipalité de la circonscription la perdre. Parce que comme il a dit, il y a une donne qui est aussi essentielle, le facteur personnel du candidat avec la population, qui est aussi importante. Donc sur cette base, je peux dire qu'aujourd'hui, le RHDP a ses chances au plateau, tout comme le PDCI a ses chances au plateau, parce qu'on ne perd pas de vue que le PDCI a remporté la municipalité au plateau, alors qu'il était face à un candidat, non des moindres, un candidat assez sérieux aussi, qui avait été coopté par le RHDP. Mais le PDCI est sorti victorieux, et est sorti largement victorieux. Quand on a encore les scores en mémoire, c'était quand même à une large majorité que le PDCI était arrivé vainqueur. Et c'est ce même plateau qui existe encore. Mais ceci dit, comme je le dis, il y a l'équation personnelle d'individu avec le terrain. Et aujourd'hui, le candidat aux législatives au plateau s'appelle Ouattara Draman. Voilà qui... Pour ceux qui sont au plateau ou bien qui ont eu l'opportunité de séjourner un peu au plateau, sauront que c'est quelqu'un qui a une approche personnelle avec la population et qui a initié beaucoup d'actions et d'activités en faveur des populations dans cette zone. Donc, c'est dit que les jeux restent véritablement ouverts au plateau, autant pour le PDCI que pour le RHDP. Fousseni, une dernière question pour vous en 30 secondes. 807 candidats indépendants sont en lice. Comment expliquez-vous cet intéressement du poste de député de la part des indépendants, surtout à cette élection? Non, moi je ne parle pas en termes de poste, mais je parle en termes de vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est dit que de plus en plus en Côte d'Ivoire, une nouvelle classe d'hommes et de femmes politiques émerge. Et chacun veut porter sa pierre à l'édification de la démocratie en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est cette leçon qu'il faut comprendre des candidats indépendants qui veulent apporter leur contribution. Cela traduit toute la vitalité de notre démocratie, de la machine démocratique qui est mise. Et c'est de bonnes guerres d'ailleurs. C'est de bonnes guerres qu'on ait autant d'indépendants. Ça veut dire qu'on a autant de personnes qui se soucient du bien-être de notre population. Et moi, je m'en réjouis personnellement. Élisée Boulou-Boy, 807 candidats indépendants, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Moi, la lecture que je fais dans un premier temps, en plus de renchérir ce que Touré a dit, je voudrais dire, pour moi, les 807 indépendants dans une telle élection, quand on remonte par le passé, c'était un peu difficile d'en retrouver autant d'indépendants. C'est peut-être un signal qu'aujourd'hui, peut-être que les partis politiques n'attirent plus, ou les séduisent plus en fait, et que les Ivoiriens ont besoin peut-être d'entendre un autre son de cloche, ou ont besoin de s'affirmer un peu plus encore, veulent quelque chose d'autre. Et je pense que les politiques même doivent saisir cette opportunité-là pour peut-être faire leur mue à titre personnel, et puis comprendre aussi les aspirations profondes et réelles des populations et y apporter des solutions. Merci à vous, Élisée Boulou-Boy. Merci également à Fousseni Touré d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de ce numéro de votre émission L'Actu décrypté consacrée à l'analyse de l'actualité
ivoirienne. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre RTV. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web www.rtv.ci tout en minuscule ou sur nos pages Facebook, YouTube et Twitter Rassemblement Web TV.